Donc on va discuter de la téléexpertise pour les déserts médicaux, c'est un peu dans la continuité de ce qui a été discuté ce matin. Alors, comme disait Vincent, le syndicat est très dynamique dans un certain nombre de domaines et dans la télémédecine en particulier. Depuis plusieurs années, il s'est investi dans le développement de ce genre de pratique qui aujourd'hui fait partie du paysage de la cardiologie, avec plusieurs modes de communication, notamment par exemple l'Innov Cardio. Le premier Innov Cardio était sur la téléexpertise en psychiatrie. Des rencontres également, des réunions en visio qui ont eu beaucoup de succès également sur les différents modes d'exercice. On avait évoqué déjà en 2021 la téléexpertise. Et donc on continue d'en parler aujourd'hui dans le désert médical. Alors la définition de désert médical, pour quelques rappels, même si on imagine bien, on sait bien ce que c'est deux dimensions, une dimension spatiale et temporelle. Spatiale, il n'y a pas assez... il y a un éloignement géographique entre le patient et son médecin. Le patient doit faire 2 heures de route pour aller voir son cardiologue. Et temporel, il doit faire 2 heures de route et attendre plusieurs mois pour le voir. Alors l'ARS avait défini plusieurs degrés de déserts médicaux, des ZIP, des ZAC. En gros, dans la région, nous sommes à 70% en désert médical. Avec une population vieillissante en cardiologie. Donc, Vincent a démenti un peu cette diapositive. Merci, je la retravaillerai. Donc, vous avez compris, il n'y a pas moins de cardiologues, mais pour autant, le temps cardiologique diminue, avec aujourd'hui un temps de cardiologie qui diminue et peu de cardiologues, en moyenne 8,8 cardiologues pour 100 000 habitants, sachant que la moyenne nationale est à peu près à 11 cardiologues. Les conséquences, l'accroissement de la file d'attente, le déport de consultations vers les urgences médicales dont viennent polluer les urgences, et des difficultés pour ces patients à consulter un cardiologue, voire même à avoir un médecin traitant. Ça crée beaucoup de surcharge pour les cardiologues restants, une surcharge de travail, une surcharge mentale, avec un certain nombre de nos confrères qui sont parfois en souffrance psychologique. D'un autre côté, pour les médecins généralistes, des patients qui sont plus complexes, plus de pathologies chroniques, plus lourds, plus difficiles à gérer, des transports sanitaires toujours croissants, et en plus, même des nouveaux patients commencent à apparaître dans les consultations généralistes, avec l'avènement des objets connectés, des montres connectées qui réalisent des électrocardiogrammes et qui posent aussi des problèmes aux médecins traitants, aux médecins généralistes qui doivent maintenant gérer ce genre de consultation. La télémédecine a vu le jour, alors elle a vu le jour il y a quelques années maintenant, mais en réalité elle existe depuis très longtemps. La première consultation radiophonique c'était en 1924, donc on fait de la télémédecine depuis très longtemps, mais c'est encadré depuis le décret de 2010 qui a défini 5 modes d'exercice en télémédecine, notamment la téléexpertise, qui est un mode d'exercice qui est asynchrone. C'est à la différence par exemple de la téléconsultation qui est en mode synchrone. Donc le médecin qui va donner un avis ne donne pas un avis en direct. Ça s'est beaucoup enrichi depuis l'apparition du décret, avec un certain nombre d'avenants. On va discuter un petit peu de l'enrichissement de cette téléexpertise, qui est probablement, comme on le disait Pierre Simon, une activité qui va structurer les nouvelles organisations médicales, parce qu'aucun médecin peut prétendre aujourd'hui avoir une connaissance exhaustive et suffisante de la science médicale pour prendre les patients en globalité. Alors il y avait eu une expérimentation de la téléexpertise en cardiologie en Pays de la Loire il y a quelques années,
L'objectif était d'étudier l'acceptabilité de cette expérimentation auprès des professionnels concernés, donc c'est des cardiologues et des médecins généralistes, et l'impact de cette coordination et sur les délais de rendez-vous. Donc c'était en 2015-2016, dans un contexte où dans le Pays de la Loire en particulier, enfin en France, mais il y avait ce papier qui montrait qu'il y avait une difficulté de recours aux soins cardiologiques, notamment pour les médecins généralistes. On avait proposé donc aux médecins généralistes libéraux et aux cardiologues libéraux de participer. On a une réponse positive chez 22% des généralistes et 50% des cardiologues. Et au cours de la période d'expérimentation, 959 demandes d'avis, ce qui faisait à peu près 74 fiches par mois. Et un peu comme l'ESS, c'est une augmentation progressive. Et à la fin de l'expérimentation, on était aux alentours de 140 demandes par mois. Une téléexpertise était envoyée, alors à l'époque c'était du fax, les généralistes remplissaient une demande, un téléavis, qu'ils envoyaient par fax au cardiologue et qui répondait. On a eu une adhésion chez les médecins adhérents dans 60% des cas, avec en moyenne 0,4 demandes par mois des médecins généralistes, ce qui n'était pas énorme. Les cardiologues qui avaient accepté d'intégrer cette expérimentation ont été requis dans le trois quarts des cas, et il y avait en moyenne 2 demandes par mois. Alors la plupart du temps, c'était des avis, comme on en discutait tout à l'heure, donc des avis simples, des avis simples sur un trouble du rythme, sur une surveillance d'un symptôme, sur un dépistage dans la pratique sportive. Les plus jeunes, c'était plutôt la pratique sportive, les plus âgés, les troubles du rythme. Et dans 70% des cas, l'électrocardiogramme était normal, jugé normal par le cardiologue, et donc a probablement permis d'éviter des consultations inutiles chez ces patients. Donc, parmi les avis, 30% ont découlé vers une consultation, en particulier chez les patients qui avaient des ECG anormaux ou douteux, avec un raccourcissement franc du délai de consultation. Le délai entre l'avis et la consultation du cardiologue était en moyenne de 24 jours, alors que sur cette même période, on estimait qu'elle était aux alentours de 80-90 jours. Et il y a eu un effet rétroactif positif sur les pratiques. Les médecins généralistes se sentaient plus à l'aise avec les électrocardiogrammes, et les cardiologues partageaient également cet avis. Avec une amélioration de la qualification et de la pertinence des rendez-vous qui étaient pris, et la diminution et l'évitement de consultations inutiles en cardiologie, avec une meilleure coordination et communication entre les spécialistes et les généralistes. C'est un autre exemple de téléexpertise qui avait été réalisé sur une échelle en Espagne, un canton, 440 000 patients. Ça concernait des patients qui étaient adressés pour de la fibrillation auriculaire. Ils ont fait une étude avant-après. À partir de 2013, ils ont proposé une téléexpertise pour les patients qui présentaient de la fibrillation auriculaire en consultation généraliste. Donc entre 2010 et 2013, c'était le suivi classique. Après 2013, avec le programme de téléexpertise, à l'aide d'un dossier médical électronique partagé entre le médecin généraliste et le cardiologue. On a eu donc 3800 consultations classiques et 6600 avis. Et ce qui en est sorti, en particulier concernant la fibrillation auriculaire, c'est que les patients étaient mieux pris en charge et plus rapidement après la mise en place de cette téléexpertise. Le délai entre le diagnostic de fibrillation auriculaire et la prescription d'anticoagulants était raccourci de 177 jours à 8 jours, et avec une augmentation de l'utilisation des AOD.
Concernant les coûts, il y a peu d'études sur le rapport entre les coûts, entre l'étude de coûts de la téléexpertise. Il y a une étude française en télédermatologie chez des patients qui étaient c'est des patients dans les centres pénitentiaires pour lesquels il y avait une demande de téléavis de lésions dermatologiques. Et ils ont fait un calcul du coût de la prise en charge globale de ces patients, de la consultation jusqu'à la prise en charge des lésions dermatologiques. Et en moyenne, pour une consultation classique, une prise en charge classique de dermatologie pour ces patients, ils estimaient ça à 315 €. Avec la téléexpertise, ils ont estimé ramener ce coût total à 184 €. Alors en pratique, la téléexpertise, voilà, ça se passe comme ça. C'était assez compliqué avant les simplifications récentes, avec plein de conditions. À chaque étape, il y avait des petites conditions, des petites lignes. Heureusement, ça s'est franchement simplifié. Aujourd'hui, n'importe quel médecin peut pratiquer une téléexpertise. La téléexpertise, c'est pour tout le monde. Le déroulement d'une téléexpertise, le médecin requérant souhaite faire appel à un médecin requis, lance une demande de téléexpertise, il recueille avant le consentement du patient, envoie la demande au médecin requis, qui étudie la demande et qui répond, enregistre un compte-rendu dans son dossier et permet au médecin requérant de poursuivre la prise en charge du patient. Alors, la simplification, avant il y avait 2 niveaux, maintenant un seul niveau de téléexpertise et la cotation est unique, maintenant TE2 donc pour le médecin requis, RQD pour le médecin requérant, la tarification aussi simplifiée, 20 € pour le médecin requis, 10 € pour le médecin, c'est l'inverse, pardon, non c'est ça, 10 € pour le médecin requérant, 20 € pour le médecin requis, et maximum 4 actes par patient par an et moins de 20% d'activité globale, avec une facturation directe à l'assurance maladie. Il faut respecter des normes de sécurité de données des patients, donc l'IRGPD, HDS, etc. C'est un texto, théoriquement, ça ne respecte pas franchement la sécurité des données. On fait appel à des solutions, à des logiciels de téléexpertise publics, régionales, par exemple Aura, Covotem, ou privés, on avait parlé de Rofin, Mediteci ou Nidoc, et d'autres. Les champs de la téléexpertise, donc ce qu'on disait, c'était des avis simples, des avis cardiologiques simples, sur une adaptation de traitement, par exemple antihypertenseur, sur une interprétation d'un électrocardiogramme, ça peut être des interprétations d'examens plus complexes, le TRECG, MAPA, mais en aucun cas pour les urgences vitales. Alors un exemple de téléexpertise, donc cette interface, c'est l'interface du logiciel Omnidoc. Vous avez donc les avis de téléexpertise qui sont directement adressés sur votre boîte. Vous ouvrez le dossier, vous avez des examens complémentaires, par exemple, l'avis du médecin généraliste qui vous demande une aide, et vous répondez. Vous pouvez faire une demande, par exemple, dans le cadre de la téléexpertise en psychiatrie, par exemple, l'analyse du QT corrigé, ou des examens plus complexes. Un autre exemple d'un patient qui avait des palpitations. Le médecin généraliste lui a posé un Holter-ECG. Le début du Holter-ECG, le patient était en fibrillation auriculaire, parfois organisée, et il a été adressé pour une prise en charge. Un autre exemple d'une patiente qui avait des accès de palpitation très symptomatiques, pour lequel elle avait consulté plusieurs fois aux urgences. À chaque fois, ça n'avait rien donné. Le médecin généraliste lui a posé un Holter. Alors, par chance, elle a fait quelque chose pendant le Holter, avec des accès de tachycardie à quasiment 250 par minute, en rapport avec des accès de tachycardie jonctionnelle, et donc elle a pu être prise en charge et être ablatée. L'avantage de la téléexpertise aussi, c'est le côté, c'est pas un courrier, c'est pas un courrier que vous envoyez par la poste, on pouvait échanger avec le médecin. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Le médecin vous envoie un avis à 17 h le 11 janvier, vous pouvez lui répondre
10 minutes plus tard, il peut vous répondre lui aussi, etc. Donc il peut y avoir un vrai échange avec le médecin généraliste, et c'est un peu une dimension qui est intéressante dans la téléexpertise. Et une fois que vous avez terminé, vous clôturez le dossier de téléexpertise, vous générez un compte-rendu et vous intégrez le compte-rendu dans le dossier médical du patient. La facturation, en récupérant avec le logiciel de téléexpertise les différentes informations pour réaliser une facturation, soit en mode dégradé sésame sans vital, soit, un jour ça va finir par arriver, des logiciels de facturation avec une interopérabilité entre les logiciels de téléexpertise et le logiciel métier. Ça, c'est un jour ou l'autre, ça viendra. Alors, on a quelques points faibles concernant la téléexpertise. Le principal écueil, et c'est ce que disait Patrick, c'est le volontariat, le côté volontaire du cardiologue qui est déjà débordé et qui doit faire face en plus à ces demandes d'avis de téléexpertise et l'intégrer dans son agenda. Et c'est probablement une des grosses difficultés de la téléexpertise, c'est réussir à intégrer déjà psychologiquement et ensuite factuellement dans notre agenda ces avis qui peuvent arriver n'importe quand. Et il faut réussir à gérer ce flux d'informations qui, pour l'instant, reste tout à fait reste honnête. En revanche, beaucoup d'avantages. Réduire les inégalités géographiques, réduire les délais des soins médicaux, optimiser, coordonner les soins entre les professionnels, diminuer les visites aux urgences, les hospitalisations, les transports inadéquats, le confort du patient, et puis il y a eu un gros intérêt également pendant la pandémie Covid. Donc, la téléexpertise, c'est très bien, pas que pour les déserts médicaux, et elle permet un parcours de soins coordonné avec le médecin traitant, avec la nécessité d'une organisation personnelle. Merci. Est-ce qu'il y a un délai entre la demande et la réponse? Il n'y a pas de délai imposé. Par contre, il est écrit que c'est dans les 48 heures. Donc, certainement pas les urgences vitales. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une téléexpertise pour les urgences vitales. Il y a un côté asynchrone. On parle de 48 heures, mais il n'y a rien qui vous oblige aujourd'hui à répondre dans les 48 heures. Si vous avez répondu 3 jours après, c'est pas opposable et la facturation peut se faire quand même, par exemple. La téléexpertise par mail, c'est passé ça. Alors, c'est passé, non, on le fait tous les jours. en fait, on fait tous les jours de la téléexpertise et depuis bien longtemps. Là, on est juste avec ces différents décrets, on est en train, l'idée c'est plutôt de mettre un cadre. Mettre un cadre à cette téléexpertise, mettre un cadre en termes de sécurité des données, mais aussi valoriser cette téléexpertise. Et c'est ça l'intérêt. C'est qu'on le fait tous les jours, on le fait gratuitement, mais c'est pas valorisé et pourtant on passe beaucoup de temps chacun sur la téléexpertise. Non, c'est pour rebondir sur ça. L'objectif de l'action syndicale, c'est d'ouvrir l'univers des possibles de manière sécurisée au bénéfice des cardiologues. Le cardiologue qui ne répond jamais au téléphone pour un médecin généraliste qui demande un avis, qui ne reçoit dans sa boîte mail ou avant sur son fax, qui ne recevait pas d'électro, qui adore faire des consultations d'hypertendus avec un seul médicament pour faire des ECG, ou qui adore faire des électros pour des suivis de neuroleptiques, celui-là, il ne faut pas qu'il n'y a pas besoin il n'a pas besoin de faire de télé-expertise, on est d'accord, il ne va pas s'embêter, avec ça. Encore une fois, on se plaint sans arrêt que les rémunérations ne suivent pas, mais je veux dire, voilà, là, au lieu de travailler pour zéro, mais c'est 20 $. Et la troisième chose, c'est dans la chaîne de valeur. Je préfère que ce soit des cardiologues qui récupèrent ça, plutôt que la boîte de prestataires qui fournit aux généralistes l'électro pour faire téléexpertiser
l'électro, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par où, pour de toute façon un patient qui finira chez vous parce qu'il n'y aura pas eu le machin. Et la troisième chose, effectivement, le système vertueux est que ça oblige les généralistes à se remettre le nez dans la cardiologie. Voilà. Et finalement, quand vous faites ça, vous parlez assez rapidement avec vos correspondants de conditions d'adressage. Et en fait, ils vont vous demander un petit peu moins n'importe quoi et un petit peu mieux formuler vos demandes. Ce qui fait que quand vous voyez le patient de manière secondaire, mais je reviens avec mon gros neurose tout à l'heure, le patient avec les données qui vont bien. Donc, par contre, la condition sine qua non, alors 12 euros, on avait dit oui de manière symbolique, 20 c'est déjà mieux, je vais vous donner un scoop, dans la prochaine convention ça sera plus que 20 euros, et on avait un souci de facturation. Et le principal problème c'était le souci de facturation. Les plateformes ont quand même travaillé, aujourd'hui, franchement, pour récupérer la facturation. Et surtout, moi je ne veux pas me retrouver dans un tribunal, aller assister un de nos collègues qui aura reçu un électro sur son smartphone à 22 h le soir, non tracé, qu'il n'aura pas vu, qu'il aura mal interprété, et il ne va pas se faire engueuler parce qu'il n'a pas répondu à l'électro, mais parce que ce n'était pas dans un système sécurisé. Et voilà, c'est aussi nous protéger, et le téléphone, quand vous répondez au téléphone, à partir du moment où vous avez été sollicité, c'est exactement pareil. Donc on a les moyens de sécuriser les choses et de les tracer, et c'est aussi pour nous protéger. Est-ce que ça vous pas de pouvoir à poser des questions toutes les 5 minutes et avoir 12 000 La preuve que non, avec les avis, il n'y a pas eu énormément d'avis. Pour l'instant, parce que... Les généralistes, ils savent qu'ils expriment une submergée d'avis. Les avis, plus ils demandent d'avis, et plus les avis qu'ils vont demander seront pertinents. Donc au début, effectivement, certains généralistes qui vont commencer à demander des avis qui ne sont pas forcément pertinents, mais petit à petit, en fait, finalement, il y aura une forme d'apprentissage et les avis seront de plus en plus pertinents, de plus en plus ciblés. Et donc, on ne peut pas leur en vouloir de demander des avis pertinents aux généralistes. Donc, il y aura peut-être, effectivement, un certain nombre d'avis pertinents sur lesquels il faudra répondre, mais c'est des patients de toute façon qu'il faut prendre en charge. Moi, j'ai deux questions. La première, ça concerne le type de demande de la part des médecins généralistes. Est-ce que ça recouvre toutes les demandes possibles, la sous-traitement, la sous-médicale, de gestion, d'hypotension, que sais-je. Deuxième question, elle est technique. Est-ce que ça passe par des protocoles, et donc les logiciels peuvent être différents entre le médecin généraliste et le cardiologue, parce que forcément, c'est les deux mêmes logiciels de part et d'autre. Dans quel cas, le médecin généraliste, il communique avec vous au Gérard Midoc ou au Midoc, si c'est avec vous pour la chose. C'est un peu le souci. Donc sur la deuxième question, c'est effectivement un peu le souci, c'est la multiplicité des plateformes. Et si le médecin généraliste utilise une plateforme, il peut communiquer avec vous avec cette plateforme uniquement. Alors que là, quelqu'un a un iPhone, il ne va pas uniquement appeler ceux qui ont un Samsung, ceux qui ont des iPhones, et il pourra communiquer avec ceux qui ont un Samsung par exemple. Donc malheureusement c'est pas possible aujourd'hui. Est-ce que plus tard, est-ce qu'il va y avoir une interopérabilité? Je ne suis pas certain parce que c'est pas l'intérêt des plateformes d'avoir une interopérabilité avec des plateformes concurrentes. Donc c'est un peu la difficulté, c'est quand vous avez plusieurs généralistes avec plusieurs plateformes. Par exemple, il y a un standard de télécom qui peut être lu par tout le monde. Oui, mais c'est pas imaginer un standard de communication entre les logiciels. Alors est-ce qu'un jour ça viendra? Je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Et les plateformes privées n'ont pas intérêt à ce que ce soit le cas non plus. Il va y avoir peut-être une... Oui, il y a un certain nombre de modules de l'expertise qui existent sur différentes plateformes. Oui, mais c'est un truc assez... Moi, je me sers un peu de CISRA, pour l'instant, je n'ai jamais été rémunérée. J'en ai fait quelques-unes, mais jamais fait. Alors en fait, vous n'êtes rémunéré que si vous faites une demande, il faut faire une cotation. En fait, je ne sais pas où la faire. En fait, dans CISRA, en fait, quand vous faites une téléexpertise, vous avez toutes les informations du patient et du médecin requérant pour pouvoir faire la rémunération. Ça, c'est récent. Ça
Il y a juste 2 ou 3 mois. Jusqu'à présent, il n'y avait pas. La dernière fois, effectivement, j'ai rentré mon numéro, donc ça s'envoie. Mais il y a 6 mois, 1 an, il n'y avait rien. Si on ne nous demandait rien, on n'avait pas le numéro de ceci, on n'avait rien. Donc, de toute façon, voilà, je l'ai mis en place, mais finalement, on n'est pas 10 000, hein, j'en sais rien, 10 sur l'année dernière, mais j'avais aucun moyen de me faire rémunérer. Juste une petite pause, on peut discuter. On fait une petite pause de 10 minutes parce qu'on est un peu en retard et on reprend, si vous êtes d'accord, on peut discuter en pause.